Et Louis Dauphren, votre grand témoin ce matin, et Jean-Louis Bocarno, généalogiste. Il publie Au bonheur des noms, c'est chez Lattès. Dis-moi comment tu t'appelles et je te dirai qui tu es. C'est un petit peu la vocation de Jean-Louis Bocarno qui travaille ce terrain depuis de nombreuses années. Le nom, le patronyme, c'est notre visage. On le reçoit, on le montre, on le garde tout au long de notre vie. Mais pour combien de temps? Et les choses pourraient peut-être évoluer, pourquoi pas? D'où vient-il ce nom que je porte? Jean-Louis Bocarno est surnommé le pape de la généalogie, spécialiste national des noms de famille, des prénoms aussi. Il estime que nos noms sont des boîtes à secrets et il les révèle, il les ouvre ces boîtes. Cela abrite une mémoire personnelle et collective. Bonjour Jean-Louis Bocarno. Oui, bonjour Louis Dauphren. Bon, énième réflexion sur notre mémoire collective. Attention, c'est pas dis-moi ton nom, je te dirai qui tu es. C'est je te dirai d'où tu viens. Je te dirai d'où vient ce nom. Et pour dire d'où vient ce nom et pour dire ce qu'il a voulu dire, etc., il faut travailler. Je suis pas une bête de scène et de foire, et c'est pas comme ça. C'est demande du travail. Hein. Avec une méthode. Avec une méthode que j'expose d'ailleurs. J'expose ma méthode. Tout le monde peut la suivre et la reprendre pour soi, pour savoir, pas forcément l'étymologie de son nom. Ça, c'est un registre délicat. Mais avec ma méthode, on va d'abord savoir combien il y a de porteurs du nom. Donc, est-ce que le nom que l'on porte est un nom rare ou courant? Est-ce que c'est ce que j'appelle, moi, pardon de parler technique, mais un mot monophylétique ou polyphylétique? Ça veut dire monophylétique, il n'y a qu'une source, il n'y a qu'un ancêtre à l'origine qui a été surnommé comme ça. Donc, tous les porteurs descendent certainement de cet ancêtre et sont cousins. Alors que le polyphylétique, comme Dupont, comme Martin, comme Marchand, etc., forcément, tous les porteurs ne peuvent pas être cousins. Et on arrive aussi comme ça, par la méthode, à savoir où on peut localiser le nom, et lorsque le nom, justement, est monophylétique, est rare, eh bien, on arrive à identifier le berceau précis, le village précis où il s'est dégagé, où on a ses racines. Mais donc, c'est surtout, je te dirai qui tu es. Et donc, mais pas qui tu es, mais d'où tu viens. D'où tu viens, précisément. Et ces techniques de localisation, elles ont émergé récemment. On arrive aujourd'hui à affiner les choses de manière extrêmement précise. Et j'explique comment travailler sur deux sites sur lesquels il est facile de travailler, hein, qui sont les deux grands sites de généalogie, Généanet et Philae. Quand ils disent des choses fausses, on peut corriger. Ça arrive. Là, avec la méthode, on ne va pas trouver de choses fausses. On va trouver des choses qu'on va exploiter. Mais quand on est sur un site de généalogie, comme sur n'importe quel site, c'est le problème de la vérité de la chose imprimée. Je paie un imprimeur pour imprimer quelque chose, il n'est pas là pour corriger à l'intérieur. Bon, là, toute personne met des informations, une personne privée qui met des informations sur Internet, voilà, est-il un bon chercheur, n'est-il pas un bon chercheur, est-il fiable, etc. Mais on gratouille un tout petit peu, on s'en rend vite compte, il faut juste avoir un peu d'esprit critique. Mais qui remplit? C'est comme Wikipédia, c'est participatif? Bien sûr. Donc ça veut dire que quelqu'un peut se tromper, enfin quelqu'un... Oui, mais quand on a... pas forcément de mal intentionné, mais... qu'il fait utiliser, qui permet de localiser un berceau au XVIIe siècle, c'est-à-dire au début de l'état civil. Au début de l'état civil, on vous dira, voilà, les Dauphren sont de tel village de Normandie ou du Poitou. C'est parce que toutes les informations données par des centaines de personnes concordent. Donc s'il y en a un qui se trompe, c'est pas grave, la communauté fait que c'est corrigé. Jean-Louis Bocarno, on peut commencer par l'actualité. Kamala Harris, Donald Trump, ça ce sont des noms qu'on entend évidemment en ce moment. Il y a une origine? Alors, il y a une origine, tout nom a son origine. Sauf que l'origine des noms indiens ou des noms camerounais n'est pas la même du tout que la plupart des noms européens. Mais bon, et je suis surtout compétent sur les noms nés dans l'Hexagone. Issus de la langue française, mais quand même, là, on n'en est pas très très loin, c'est des noms européens. Donc, parlons d'abord Harris, par exemple. Harris, la lignée patronymique, si elle a des origines par sa mère en Inde, Kamala Harris a sa lignée patronymique qui était originaire d'Angleterre, comme toutes les lignées patronymiques de la plupart des Américains. Et là, on arrive dans le Wiltshire, et on remonte comme ça à la fin du XVIIe siècle, je crois, et ça vient tout simplement de Harris, Harry, le prénom Harry, qui est une forme de notre prénom Henri, outre-Manche. Trump, les Trump, comme on devrait le savoir, sont d'origine d'Allemagne, originaires d'Allemagne, oui, avec un petit village du Palatinat qui s'appelle Wallstatt. Et là, on remonte on s'aperçoit assez vite qu'il y a une déformation. Enfin, le Trump aujourd'hui a perdu un F, c'était Trumpf à l'origine, Trumpf, qui désignait le tambour, donc sans doute un joueur de tambour. Voilà ce qu'on peut dire. Faisant beaucoup de bruit. Avec certitude. Voilà ce qu'on peut dire avec beaucoup de prudence.
Avec beaucoup de prudence, parce que le tambour, justement, le tambour... Mais après, vous on ne le passez sait de l'idée- jamais. Pourquoi est-ce que le mot tambour a été pris comme surnom? Est-ce que c'était un joueur de tambour? Est-ce que c'était par analogie, je vous dis, quelqu'un qui faisait beaucoup de tapage, qui était très bruyant? Mais ça, on ne le sait pas. Ah, on ne le saura jamais. C'est en On cela... n'était pas là, Voilà. comme on dit, pour tenir la chandelle, vulgairement. On peut simplement déduire d'un nom, On- de l'origine d'un nom, Voilà, on éventuellement trouve- une activité. On recherche pour l'étymologie, on recherche son étymon, c'est-à-dire le mot sur lequel il a été forgé. En l'occurrence, c'est tambour. Voilà. Après, pourquoi est-ce qu'on a surnommé quelqu'un comme ça? Nos noms sont nés au Moyen-Âge, vers les 11e, 12e siècles. Jusqu'à ce moment-là, on ne portait que des noms de baptême, c'est-à-dire ce qu'on a appelé nos prénoms, mais qui ne précédant rien n'étaient pas des prénoms, étaient le nom tout court. Et après un grand boom démographique de cette époque-là, on a eu dans chaque village trop de Guillaume, trop de Pierre, trop de Jean, donc on leur a donné des surnoms, mais des surnoms qu'on a fabriqués pas officiellement, il n'y a pas eu de registre ouvert, on n'est pas allé déclarer que. Non, c'était la communauté, les voisins, le prochain, qui donnait des surnoms exactement comme on en donne encore aujourd'hui dans les bureaux, dans les cours de récréation, comme on en donnait autrefois dans les chambrées de service militaire. Donc pourquoi ce prénom, ce surnom-là, là? Mais Jean-Louis Bocarno, est-ce que ça obéit à la même logique que, par exemple, les adresses en France? Les adresses ont répondu aux besoins de la conscription militaire, parce qu'il fallait pouvoir adresser Ça la a Révolution. répondu effectivement à un besoin ponctuel. Donc c'est l'État, c'est un renforcement du rôle de l'État. Non, ça a été un mouvement spontané, complètement anarchique, spontané. Je vous dis, au sein de chaque village, il y avait 3 Guillaume. Donc, quand on parlait de Guillaume, duquel s'agissait-il? De Guillaume le boulanger, parce qu'il était boulanger. De Guillaume Pierre, parce que son père se prénommait Pierre. De Guillaume le Grand, parce qu'il était grand. Voilà. Et les surnoms étaient nés. Et les surnoms sont devenus, petit à petit, se sont fixés et transmis héréditairement et sont devenus nos patronymes. Et nommer, ça permet de résoudre, bien sûr, les litiges en justice. Puisque On n'a pas pensé jusque-là. de ne pas prendre une personne pour un autre. Mais c'était le but. une autre. Préciser l'identité. C'est ça. Il n'y avait pas de carte d'identité. Ah non. Et aux États-Unis, il n'y en a pas. On Ouais. peut voter avec son permis de conduire. Mais bon, aujourd'hui, en France, il y en a. Il y en a. La France est beaucoup plus rigide là-dessus, enfin beaucoup plus formalisée. La France que certains pays. est très formalisée. Où voulez-vous en venir? Non, mais je me disais que ça correspond peut-être à une mentalité aussi française qui a peut-être plus que d'autres pays une obsession des origines. À une histoire française, oui, certainement. À une histoire française. Chaque pays a son histoire et les noms peuvent être très parlants, très signifiants à ce niveau-là. Mais après, le nom prend sa place. Par contre, là, et c'est mon grand souci, ma grande marotte depuis quelque temps, on aperçoit, enfin on sent, on assiste à un changement qui est un changement profond. Au niveau de l'identité, entre la place du nom et du prénom, il y a un glissement qui se fait. Autrefois, le nom de famille était le nom de la vie publique, le nom de la vie professionnelle. C'était celui qu'on affichait et on protégeait le petit nom, comme on disait, qui était le nom de la vie intime, familiale, etc. Aujourd'hui, ça s'inverse. C'est-à-dire que les gens affichent, arborent d'abord le prénom et cachent, protègent le nom de famille. Pourquoi? Pourquoi, je ne sais pas. Je suis pas compétent, donc je suis allé demander à des sociologues, à des psychosociologues, à des psychanalystes, etc., qui tous m'ont dit c'est un vrai sujet, c'est un sujet intéressant, qui mérite qu'on s'y attarde largement. Et en gros, il y a 2 grandes directions d'explication. Une montée de l'individualisme. On veut exister pour soi, par soi, et pas à l'intérieur d'une famille ou d'une société. Peut-être refus de hiérarchie, de normes sociales, etc. Et puis aussi peut-être une réaction devant un autre phénomène qui s'approche un petit peu, que l'on prévoit, qui est la montée d'une nouvelle identité beaucoup plus abstraite, beaucoup plus administrative, plus ou moins numérique. Voilà. Et peut-être on a peur de ce 3e nom qui pourrait s'ajouter, voire remplacer. Mais ça arrive déjà un petit peu, hein. Avec le numéro de sécurité sociale, le numéro de chèque le compte chèque ou le numéro client, etc. Peut-être tout ça va-t-il être uniformisé un jour par un numéro unique qui sera notre identifiant national.
pour la police, pour l'administration, pour le fisc, etc. Donc, il y a tout ça, mais c'est très, très profond et très, très systématique. Vous demandez aux gens comment ils s'appellent, ils vous donneront aujourd'hui leur prénom et refuseront souvent longtemps de dire leur nom. J'ai testé ça à l'URSSAF, à la Sécurité sociale, etc. À Karine, bonjour, mais Karine, ce n'est pas votre nom, quel est votre nom? Ah, mais ce n'est pas à vous le dire, etc. Et si on essaie de pousser le bouchon, les gens sont en général très très mal à l'aise, ils ne savent pas argumenter, parce que justement, c'est quelque chose de très complexe. Et Jean-Louis Bocarno, comment ce prénom, en fait, auquel on est attaché, à quel C'est phénomène... le nom auquel on est attaché, parce qu'on reste On le attaché protège. au nom de famille, on le protège et on y reste très attaché. La preuve, on veut savoir d'où il vient. Mais alors, les controverses, par exemple, sur le CV anonyme, ces choses comme ça, vous pensez que ça a pu entrer en ligne de compte et de se dire le prénom, finalement, c'est quelque chose de beaucoup plus... Il est évident que dans la société d'aujourd'hui, un des problèmes est que le nom de famille est discriminant. Mais un prénom aussi est discriminant. Tout est discriminant. L'éducation est discriminante, tout est discriminant. Mais le nom de famille cristallise beaucoup de choses, c'est évident. Mais le prénom aussi, quand vous avez des prénoms très fantaisistes, on est et bien il y a de d'accord. plus en plus de prénoms fantaisistes. Les prénoms fantaisistes qu'on fabrique soi-même, avec souvent beaucoup force de Y, de T, etc. Ça va être très compliqué à écrire pour les petits-enfants à l'école après. Mais il y a le prénom, il y a des tas de choses qui font que, oui, bon, il y a une évolution. Hein. Mais la volonté de savoir d'où vient son nom, et par ça, de savoir d'où on vient, est quand même très, très présente. D'où ce livre. Alors, un livre que j'écris toujours, et ça... j'aime bien le dire, que j'écris toujours à plusieurs vitesses. C'est pas un livre qu'on va consommer de A à Z. Il y a des encadrés, puis alors, on s'est beaucoup amusé. Ça a été un choix avec l'éditeur. Mais les encadrés sur les petits bandeaux, des petits bandeaux tirés de la presse qui vous apprendront que Madame Santune a lancé une quête pour l'aider à s'équiper d'un four dans sa boulangerie. Sans thune, c'est quand même terrible dans ce cas-là, que le professeur Trognon a remis un chèque à Monsieur Bellepomme, que Monsieur Bordel a été inculpé de proxénétisme. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les aptonymes, le nom en rapport avec son adresse. Monsieur Clochard qui habite rue du Pont, Madame Labitte qui habite Montmartre. Ça, c'est. Y aurait-il une fatalité? Est-ce que on serait dépendant même inconsciemment de son prénom c'est ou une de bonne son question, nom? mais là aussi, moi, je ne suis que généalogiste, qu'anthroponymie, spécialiste de l'histoire des noms, et je suis pas devin. Mais Jean-Louis Bocarno, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a en fait une contradiction quand même entre le mouvement de la société qui consiste à se détacher de ses origines, se désaffilier pour créer soi-même son identité, et vous qui entreprenez en fait de rechercher l'origine de manière chirurgicale, de l'identifier géographiquement. C'est quand même contradictoire. Ben oui, mais c'est pas la seule contradiction dans la société d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les Français sont passionnés par l'idée de retrouver le nom de leurs origines, de pouvoir le situer. Aujourd'hui, les dans un Français lieu. sont passionnés par la généalogie, c'est évident. Et on a longtemps pensé que ça allait retomber, etc. Ben non, ça retombe pas. Parce qu'il y a toujours une nouvelle génération qui arrive et qui a une nouvelle approche pour la généalogie, a de nouveaux besoins et se lance dans cette quête. Pourquoi ? Parce que cette quête, elle est passionnante, que qui y met le doigt y passe entièrement, et que c'est toujours un peu de l'addiction. Le principe, c'est que ça marche, on est bon, on fait de la bonne recherche généalogique si on est fait pour en faire. Et pour être fait pour en faire, il faut aimer chercher. Si on n'aime pas chercher, c'est pas la peine d'essayer, on trouvera rien, on baissera les bras. Mais ceux qui aiment chercher, c'est formidable. Il y a des choses incroyables que vous avez trouvées dans votre vie? Dans ma vie? Dans votre vie de généalogiste? Oui, mais les choses incroyables, à partir du moment où on les découvre, en général, elles deviennent moins incroyables. Mais bon, c'est les parentés surprises, comme en 2011 entre Sarkozy et Hollande. Bon, voilà. Je croyais pas y arriver, j'y pensais pas du tout. Et puis, au bout de plusieurs nuits blanches, mais de nombreuses nuits blanches, eh ben, je suis arrivé. Les intéressés se sont-ils manifestés auprès de vous? Ah ben, les intéressés avaient d'autres chats à fouetter, comme on dit. À ce moment-là, ils étaient en pleine campagne électorale. Après, vous savez, souvent, ça fait partie des buzz, etc. Et le public en parle, ça amuse beaucoup. Mais les intéressés, souvent, ils savent pas très bien comment réagir par rapport à ça. Parce que trouver une parenté entre deux personnes, finalement, c'est assez banal. Dites-nous un petit peu ce qu'il en est du côté de la loi. Il y avait la loi Gouze, puis la loi Vignal. La loi Vignal, on a été pas mal consulté dans le monde généalogique, qui a introduit cette sorte de petit self-service, pas vraiment self-service, mais qui a facilité grandement
pour répondre à certains besoins, c'est sûr, qui a facilité grandement la possibilité de changer de nom de famille. Bon, toutes ces lois, elles font beaucoup parler à leur début. Dès qu'elles sont promulguées, il y a un rush de toutes les personnes qui étaient dans les starting blocks pour en profiter. Et puis après, bon, il y a une vitesse de croisière qui s'instaure et on s'aperçoit que, bon, ça change pas tant que ça. Après, bon, les généalogistes vont gérer ces nouvelles situations. Ils s'adapteront. C'est pas Donc, ce sont des personnes qui voulaient changer de nom parce que leur nom leur déplaisait. Leur nom leur déplaisait ou leur nom. Ou il leur était difficile, il leur était devenu difficile de vivre sous le nom qu'ils avaient, parce que c'était celui d'un père qui souvent ne s'était pas comporté comme un père. Il n'y avait pas d'histoire. Ils ne se sentaient pas de lien avec ce nom, etc. Ils voulaient arborer un nom qui représentait quelque chose pour eux. Donc, il y a ce besoin, il y a toujours ce besoin, et cette loi permet de le régler assez rapidement, c'est vrai, plutôt que d'engorger la chancellerie. Mais il y a quand même cette grande pérennité du nom de famille. Les noms les plus anciens en France, c'est Darcourt et puis Rochechouart pour les noms connus. Mais pas pour les noms connus, parce que les noms étant nés au 12e, 13e siècle, forcément... Darcourt 966 et Rochechouart 876. Ces familles-là, c'était, comment dirais-je, dégagées, affirmées avant, et avaient déjà reçu un nom par rapport aux terres qu'elles possédaient et qu'elles administraient. Donc, c'est les noms, les plus vieux noms de France sont les noms des plus vieilles familles et des familles de l'aristocratie. Jean-Louis Boccarno, Dieu n'a pas nommé le monde quand il l'a créé. C'est l'homme qui nomme. Oui, c'est l'homme qui nomme. Il nomme les animaux. Il nomme tout. Il nomme tout. Et il va se nommer ensuite, lui. Donc c'est un vrai choix. La question, c'est de savoir qui nomme. Et est-ce que j'ai, moi, c'est ce que vous avez dit au début avec ce mouvement de fond que nous observons, est-ce que je peux finalement choisir mon nom, la manière dont je veux me nommer? Ça, c'est peut-être le défi. Vous pouvez choisir votre prénom, ça c'est évident, en fonction de la date de référence et tout ce que vous voulez, culturel, etc. Le nom, non, vous ne pouvez pas le choisir actuellement. Ou pas vous encore. pouvez choisir entre celui du père et celui de la mère, mais vous ne pouvez pas vous fabriquer votre nom. Mais on se fabrique des pseudonymes sur les réseaux sociaux. Mais ça viendra peut-être aussi. C'est une nouvelle dénomination. Merci beaucoup, Jean-Louis Boccarno. Au bonheur des noms, Jean-Louis Boccarno. Merci à tous les deux pour le grand témoin.